Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental dans le parcours de soins, la nutrition. Comment adapter ses repas pendant les traitements? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier? Comment retrouver plaisir à manger quand on est en plein traitement? Comment limiter les nausées? Pour éclaircir ce sujet, nous sommes avec toi, Vincent Florent, docteur en nutrition, médecin nutritionniste au Centre Oscar Lambret. Bonjour Vincent. Bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir parler avec toi de soins nutritionnels. Vincent, il me semble que tout ce qu'on peut manger dans la vie peut faire une vraie différence. Absolument, puisqu'aujourd'hui, il est assez bien démontré que certains types d'aliments ou certaines situations pondérales vont être à l'origine de cancers. On estime en effet que 5,4% des cancers sont liés à une alimentation qui va être dite déséquilibrée ou déstructurée. On a aussi 5,4% des cancers qui sont en lien avec des situations d'excès de poids. On a 8% des cancers qui sont en lien avec la consommation d'alcool. Donc on voit dans tout ça que l'impact alimentaire est très important dans la survenue de cancers, d'autant plus que ce sont des causes évitables de cancer. Donc on va estimer, c'est l'INCa qui le dit, l'Institut national du cancer, que 16 à 20% des cancers pourraient être évités si on suivait les recommandations. Voilà. Donc il y a des étapes simples qu'on peut tous et toutes faire. Par exemple, c'est s'aider du Nutri-Score. Je pense que maintenant, c'est assez bien connu. Ça figure sur les produits en supermarché. Alors, pas tous les produits, parce que c'est au bon vouloir des industriels. Néanmoins, le Nutri-Score, aujourd'hui, ça a été établi scientifiquement que la consommation d'aliments peu vertueux et donc mal notés sur le Nutri-Score vont être à l'origine d'une survenue plus importante de cancer. Donc, rien qu'en faisant un petit peu attention au quotidien au choix des produits mieux notés sur le Nutri-Score, donc plutôt les lettres A, B, C, D, on va améliorer, on va diminuer plutôt son risque de survenue de cancer. Voilà. Après, il ne faut pas être trop rigide non plus. On a tous le droit de se faire plaisir. Voilà. Faut pas se frustrer. Et évidemment, la consommation ponctuelle d'aliments mal notés ne va rien changer. Donc, il faut savoir être un petit peu flexible par rapport à ça. Et puis après, ça sera la gestion de l'excès de poids. On a vu 5,4% des cancers sont en lien avec l'obésité. Donc là, c'est une toute autre démarche. Il faut encourager, je pense, les patients à se prendre en charge également par rapport à ça. On peut finalement être acteur de sa santé d'une certaine manière en faisant attention à ce qu'on consomme. Tout à fait, surtout en termes de prévention primaire, donc avant même l'apparition du cancer. Donc tu parlais justement de prévention des cancers. Oui. En termes de prévention des cancers, est-ce qu'il y a justement des repères nutritionnels? Oui, tout à fait. En fait, il existe donc des recommandations sur l'alimentation. Ce sont des recommandations qui émanent du Plan national nutrition santé et qui sont applicables à la population générale. Parmi ces recommandations, certaines doses limites, en quelque sorte, ont été établies, à partir desquelles on sait que le risque de cancer est plus important. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, la surconsommation de viande rouge, au-delà de 500 grammes par semaine, a montré promouvoir l'apparition de cancers coliques et gastriques, tout comme la consommation de charcuterie en excès. Donc là, la norme limite qui avait été établie, c'est 150 grammes par semaine. Donc pour bien se rendre compte, 500 grammes de viande rouge, ça fait à peu près 5 steaks hachés par semaine. Et 150 grammes de charcuterie, ça fait à peu près 4 tranches de jambon blanc par semaine également. Voilà, donc on peut assez vite finalement arriver à ces doses limites-là. Alors par contre, bonne nouvelle, il y a également des facteurs protecteurs. Par exemple, la consommation de fibres alimentaires, donc qui sont principalement contenues dans les fruits et légumes, également contenues dans les céréales complètes, vont avoir un effet protecteur avec une réduction du risque de cancer, tout comme la consommation de produits laitiers. Alors, le mode de cuisson va également influencer ce risque-là. On sait aujourd'hui que les cuissons à haute température vont, notamment sous forme de grillade, vont favoriser également le risque de survenue de cancer. Une fois de plus, comme on disait précédemment avec le Nutri-Score, il faut être un petit peu flexible. C'est pas une fois la consommation d'un aliment ou une fois l'excès d'un aliment qui va poser problème, mais c'est surtout des recommandations valables sur le long terme. Des répétitions, finalement. Exactement. Après, on peut parler également un petit peu des compléments alimentaires, parce que je pense que c'est quand même un sujet d'actualité, c'est à la mode. Les patients nous en parlent beaucoup. Les compléments alimentaires et tout ce qui va être supplémentation vitaminique.
Donc il y a un positionnement assez ferme de la communauté scientifique et médicale par rapport à ça, c'est qu'en l'absence de carence identifiée, il ne va pas être nécessaire de se charger de manière supplémentaire en vitamines ou en oligo-éléments. C'est pas utile et ça peut même être parfois péjoratif parce qu'aujourd'hui on sait par exemple que la supplémentation en bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A, peut favoriser la survenue de cancer pulmonaire. Donc on voit qu'il peut y avoir des effets délétères, tout comme la surconsommation de vitamine D, par exemple, l'hypervitaminose D, qui provoque des hypercalcémies chez des patients qui peuvent de base avoir des hypercalcémies en cas de métastase osseuse, par exemple. Donc voilà, on sait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et toujours se référer à l'équipe médicale. Que j'allais dire, la recommandation, du coup, c'est parler à son médecin. Exactement. Et à la limite, faire les dosages avec lui si on a la crainte d'avoir une carence. Est-ce qu'il y a des aliments anti-cancer ? Alors c'est pareil, c'est une vraie question. Je suis content que tu la poses, Charlotte, parce que c'est des discours qu'on entend souvent en consultation. On a des patients qui cherchent des solutions alternatives que les traitements anticancéreux de base, dont l'alimentation. Alors il n'existe pas d'aliments anti-cancer à proprement parler, il n'y a pas d'aliments qui agirait de manière un peu magique, un peu comme un antidote finalement, donc ça malheureusement ça n'existe pas. Par contre, on l'a vu précédemment, la consommation de certains types d'aliments va réduire le risque de cancer. Donc ça, c'est important toujours de se focus sur les recommandations nutritionnelles en population générale. On l'a vu tout à l'heure, tout au long de la vie, la nutrition bien mangée peut avoir un impact, mais pourquoi c'est essentiel de réussir, en tout cas d'essayer de continuer à bien manger pendant les traitements ? Alors effectivement, on a vu l'impact que ça pouvait avoir en prévention primaire, donc avant l'apparition des cancers. Mais une fois que le cancer est là, effectivement, il faut quand même conserver une alimentation correcte. Et là, on va aller au-delà des recommandations, puisque l'objectif, ça va être d'essayer de lutter contre la dénutrition. On sait aujourd'hui que 40% des patients qui présentent un cancer vont avoir une dénutrition et que cette dénutrition va être à l'origine d'effets secondaires, de moins bonne tolérance des traitements comme les chimiothérapies, les radiothérapies, même les chirurgies. Il y a davantage de complications chez ces patients qui présentent une dénutrition versus des patients non dénutris. Donc il y a un vrai challenge autour de ça pour dépister et prendre en charge cette dénutrition, surtout chez des patients hospitalisés qui là sont au-delà des 40% de risque de survenue de dénutrition. Alors pour ça, il faut déjà surveiller son poids. Le but, ça va être d'essayer de ne pas perdre de poids. Et c'est important même chez les personnes qui sont en excès de poids. Ça, c'est un discours qui est toujours assez difficilement entendable, à la fois par l'équipe médicale, mais aussi par les patients eux-mêmes. Mais même en cas d'excès de poids, il faut lutter. C'est pas le bon moment pour perdre du poids. Il faut vraiment lutter contre ça et surveiller, donc essayer de se peser au moins une fois par semaine pour regarder l'évolution du poids et avertir l'équipe soignante en cas de perte de poids significative. Et après, ça débouchera vers des consultations spécialisées et une prise en charge adaptée de cette perte de poids. Un accompagnement spécifique finalement. Tout à fait, de la dénutrition. Tout au long de la maladie, du parcours de soins, comment faire quand justement les traitements bouleversent l'appétit, le goût, le rapport finalement qu'on a à la nourriture? Est-ce que tu pourrais nous partager quelques conseils, parce que je pense que tu en as, dans le cadre de situations bien spécifiques? Donc c'est vrai que finalement les patients qui sont traités pour leur cancer vont, dans la quasi-totalité des cas, avoir des problématiques d'ordre alimentaire, avec des nausées qui peuvent être aussi induites par les traitements, avec des troubles du transit, avec parfois des difficultés pour déglutir en cas de maladie ORL, avec des pertes d'appétit importantes. Donc tous ces patients-là, il va falloir les accompagner au mieux pour justement qu'ils ne se dénutrissent pas. Donc déjà, il faut savoir, ici, au centre Oscar Lambret, on va avoir la possibilité d'avoir recours à une équipe de diététiciennes expertes qui vont pouvoir donner des conseils adaptés et personnalisés en fait, à chaque situation, à chaque patient. Donc il ne faut pas hésiter une fois de plus à faire remonter les informations sur ces symptômes-là pour qu'ils puissent être pris en charge de manière experte donc, par cette équipe. Il y a beaucoup de conseils alimentaires qui peuvent être donnés par l'entourage ou même par l'équipe médicale elle-même sans que forcément elle ait les compétences pour ça. Donc il faut
faut essayer d'avoir des avis éclairés auprès de l'équipe dont c'est le métier, donc les diététiciennes et les médecins nutritionnistes du centre. Après, en fonction des symptômes de chaque patient, donc on va effectivement pouvoir donner quelques petits conseils. Voilà. De base, il faut savoir que on va pas promouvoir des régimes restrictifs. De base, au cours du cancer, on va avoir besoin de calories, on va avoir besoin d'énergie. Donc, excite tous les régimes restrictifs, sauf vraiment sur avis médical pour des régimes particuliers. Mais par exemple, un régime hypocholestérolémiant au cours de cancer, ça n'a pas de sens. Il y a des traitements pour ça qui vont gérer la dyslipidémie. Mais on ne va pas induire un régime hypocholestérolémiant, alors qu'au contraire, on va chercher à majorer les apports. Avoir de l'énergie. Exactement. Donc, pour tout ce qui est régime restrictif, n'hésitez pas à en parler à l'équipe médicale pour pouvoir les lever au maximum. Voilà. On peut prendre l'exemple des nausées, qui, je pense, est le symptôme le plus courant, voilà, en lien avec la maladie, mais également en lien avec les traitements. Donc, sachez, déjà, il y a des traitements antinauséeux aussi, donc il ne faut pas hésiter. Parfois, ils sont prescrits d'emblée en fonction des protocoles de chimiothérapie. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas hésiter à parler de ce symptôme-là et à le traiter, parce que quand on a des nausées, on a moins faim et on est en difficulté pour s'alimenter. Donc, le traitement étiologique de la nausée, ça reste le traitement médicamenteux. Et après, on va adapter son alimentation au mieux pour lutter contre ça. Donc, qu'est-ce qui va être conseillé par nos diététiciennes ? Souvent, ça va être de faire des repas froids qui génèrent un peu moins d'odeurs, qui elles-mêmes sont à l'origine de la survenue de ces nausées. C'est le fameux effet cloche, quand on soulève la cloche du plateau ça repas. Remonte, avec les odeurs qui remontent et qui sont désagréables et qui génèrent la nausée du patient. Donc déjà, utiliser des repas froids, du coup, qui génèrent moins cette sensation-là. C'est déjà le premier conseil qu'on peut donner aux patients. Après, sur les autres problématiques, ça va être le manque d'appétit. Tout simplement, déjà, les traitements, le cancer coupe l'appétit. Il y a un syndrome inflammatoire qui fait que l'appétit est moins présent. Et quand c'est comme ça, il faut essayer de maintenir un maximum les apports alimentaires. Il y a 2 façons recommandées pour ça. Déjà, c'est essayer de fractionner son alimentation. Donc, au lieu d'avoir des portions importantes, ou en tout cas des portions normales à table, que le patient ne va pas être en capacité de consommer, on va lui recommander de faire des collations, d'avoir moins de volume aux repas principaux et plus de volume en dehors des repas principaux. Ça peut s'apparenter à du grignotage, alors on évite d'utiliser ce terme-là parce que c'est plutôt connoté négativement, donc nous on appelle ça des collations. Donc l'idée c'est de faire 6 à 8 petits repas par jour au lieu d'avoir les 3 repas principaux dans la journée. Voilà, ça aide déjà à maintenir les apports en énergie et l'appétit. Et après, c'est essayer d'enrichir. Ça veut dire on va essayer de rentabiliser finalement la petite portion qu'on a conseillée juste avant, d'essayer de la rentabiliser en termes d'apport énergétique. Donc en gros, c'est de l'enrichissement notamment avec des produits laitiers, avec des matières grasses comme du beurre, de la crème fraîche entière, du fromage râpé, des choses comme ça, qu'on peut intégrer dans la portion. Voilà. Donc en cas de trouble du goût ou de l'odorat, qu'est-ce que tu peux nous recommander ? Alors c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Plus de 3/4 des patients sous chimiothérapie vont développer des troubles du goût, ce qui est terrible parce que quand on a moins de goût dans la bouche, on a moins envie de manger. Donc c'est vrai que dans ce cas de figure-là, on va recommander aux patients d'essayer de pousser un petit peu plus l'assaisonnement des aliments, d'essayer d'aromatiser, d'utiliser des arômes un peu plus puissants pour essayer de réveiller les sensations et les saveurs et le goût en bouche. Et il y a des situations aussi où on a la bouche inflammée, ce qu'on appelle les mucites. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est pareil, ça peut être lié au traitement, les chimiothérapies, les radiothérapies. Donc, déjà, il y a des traitements spécifiques médicamenteux pour ça, avec des bains de bouche. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler aussi à l'équipe médicale et soignante pour traiter le problème avec les bains de bouche. Puis ensuite, sur le plan alimentaire, il y a des petites adaptations à faire. On va éviter de s'alimenter avec des aliments rigides qui vont être un peu agressifs pour la muqueuse de la bouche. Donc, plutôt utiliser des aliments un peu plus lisses, un petit peu plus onctueux, éviter les crudités typiquement, éviter les choses qui vont piquer en bouche pour pas avoir cette sensation désagréable. Ouais, tout à fait. On parlait nausées tout à l'heure. L'étape d'après, c'est souvent les vomissements.
Et du coup, pareil, qu'est-ce que tu peux nous recommander? Voilà, alors effectivement, c'est pareil, les vomissements, ils vont être gradés en fonction de la fréquence de ceux-ci et de l'impossibilité ou pas de s'alimenter. Donc en fonction de ce grade, eh bien déjà, les premières étapes, ça sera prendre une fois de plus des traitements antiémétiques qui vont lutter contre les vomissements. En termes d'adaptation alimentaire, on va conseiller de fractionner son alimentation, donc des petites quantités répétées dans la journée, et de limiter les gros morceaux, parce que c'est ça finalement qui va un peu peser sur l'estomac et générer un peu plus de nausées et de vomissements. Et dans tous les cas, il ne faut pas rester à jeun non plus, parce que si on reste à jeun, ça va un peu majorer les nausées. Donc il faut essayer quand même de s'astreindre à s'alimenter en petite quantité et surtout à bien s'hydrater. Si on perd beaucoup de volume par la bouche, c'est important de maintenir une bonne hydratation. Après, en cas de vomissement vraiment incoercibles qui ne vont pas s'arrêter de toute la journée, ça nécessitera un avis médical en urgence pour parfois perfuser le patient et mettre en place une nutrition artificielle. Et on a aussi des troubles digestifs, je pense, en cas de diarrhée. Comment ça se passe aussi Tout à fait. Alors c'est vrai que certains protocoles de chimiothérapie sont plus à risque que d'autres pour développer des troubles de transit, donc sous format diarrhée le plus souvent. Donc là c'est pareil, ça dépendra de la gradation que l'on va en faire. Il y a des traitements très efficaces, ralentisseurs du transit, qui peuvent être prescrits aux patients. Et après, les adaptations alimentaires, elles sont assez connues, parce que c'est ce qu'on va faire de manière assez naturelle quand on a une gastroentérite à la maison, par exemple. Manger du riz ? C'est ça, il faut manger des aliments avec des fibres insolubles à l'intérieur qui vont un peu capter l'excès d'eau dans le tube digestif. Donc ça va être le riz peu cuit de préférence. Ça va être la purée de carottes, les compotes, voilà, ce genre d'aliments. On va essayer d'imiter un petit peu les produits laitiers parce que quand on a des accélérations de transit, on va avoir tendance à avoir un déficit en lactase, ce qui fait qu'on va moins digérer les produits laitiers et puis limiter un petit peu le gras. Tout ça temporairement, le temps que ça passe. Une fois de plus, en cas de diarrhée ingérable, avis médical, et parfois ça nécessite également une réhydratation intraveineuse si le patient perd beaucoup d'eau par les voies naturelles. Tu le disais tout à l'heure, parfois la thématique de la nutrition, l'alimentation et surtout l'alimentation et cancer peuvent souffrir d'un certain nombre d'idées reçues. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de fake news en nutrition parce qu'on a tous un proche, quelqu'un de la famille ou quelqu'un même de notre entourage soignant, médecins ou paramédicaux, qui vont avoir une bonne idée à vous conseiller sur le plan nutritionnel, mais malheureusement, on n'est pas tous experts dans le domaine et aujourd'hui, la littérature scientifique, elle est quand même assez pourvue dans ça. Donc, on peut donner des conseils adaptés, mais quand on n'est pas sûr de ce qu'on raconte, on peut aussi donner des conseils qui vont avoir un effet délétère en fait pour le patient. Donc, on va toujours conseiller à nos patients de filtrer ces informations et puis d'essayer de creuser un petit peu les sources. Les réseaux sociaux sont rarement une bonne source d'information, même si aujourd'hui... sur le plan médical, il y a quand même quelques experts qui commencent à se lancer par ces biais de communication-là. Donc il faut se méfier, voilà. Donc c'est vrai que si on vous conseille un régime sans gluten, par exemple, au cours du cancer, pourquoi finalement ? S'il n'y a pas de maladie cœliaque, s'il n'y a pas d'intolérance au gluten, avoir un régime sans gluten qui est particulièrement restrictif, on va retirer un certain nombre de céréales de l'alimentation, ce n'est pas une bonne idée, puisqu'on a besoin des féculents. Les féculents, c'est l'énergie, donc c'est pas forcément une bonne idée de suivre ce type de régime si c'est pas médicalement conseillé. Justifié, exactement. L'alimentation aussi sucre et cancer. Il y a des choses à dire, il me semble aussi dessus. Ah oui. Ça c'est la fake news qui circule beaucoup. C'est le sucre nourrit le cancer. Bon, dans les faits, oui, le sucre c'est un carburant qui va nourrir l'organisme et par la même occasion va nourrir le cancer, bien évidemment. Mais finalement, le cancer, il est implanté dans l'hôte et on a beau supprimer le sucre de son alimentation, par exemple par le biais d'un régime cétogène, qui consiste à retirer le sucre et à favoriser les autres macronutriments. Qu'est-ce qui va se passer ? Le cancer aura encore besoin de sucre pour vivre. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va puiser finalement dans les réserves de l'hôte dans lequel il est implanté. Et donc ce type de régime favorise la dénutrition. Mais scientifiquement, ce type de régime n'a pas montré avoir d'effet particulier en termes de survie ou en termes de tolérance au traitement. Donc les régimes cétogènes ne sont pas conseillés au même titre que le jeûne thérapeutique, qui est un petit peu l'étape ultime
au cours de laquelle on va se dire je ne m'alimente pas du tout pendant une période donnée pour ne pas alimenter le cancer. Donc là, c'est pareil, il y a un tas d'études maintenant qui sont disponibles et qui montrent bien que le jeûne thérapeutique a un effet délétère sur la survie à cause de la survenue de dénutrition. Le réseau NACRE, donc Nutrition, Activité Physique et Cancer, a émis un certain nombre de recommandations par rapport à ça et il ne faut pas s'engager sur ce type de régime et au contraire je pense qu'il faut même alerter l'équipe soignante si quelqu'un conseille ça aux patients. C'est grave comme situation. Tout ce qui est phytothérapie aussi, tout ce qui est finalement autre manière de se donner de l'énergie, on peut le penser. Oui. Qu'est-ce qui est conseillé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est pareil, la phytothérapie donc, va pouvoir être prescrite par certains pour atténuer certaines symptomatologies ou même parfois avec une arrière-pensée d'effet miracle. Donc, point de vigilance par rapport à ça, puisque les plantes sont utilisées pour fabriquer certains médicaments. Et à ce titre, comme tout médicament, ça a des effets secondaires et ça génère des interactions médicamenteuses. Donc les tisanes ou tout ce qui est à base de phytothérapie, il faut d'abord se renseigner. Ici, au centre Oscar Lambret, nous avons la possibilité de conciliation médicamenteuse avec des avis auprès de pharmaciens qui ont l'habitude de regarder les compositions de ce type de supplémentation et qui vérifient qu'il n'y ait pas d'interaction avec les traitements en cours du patient. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, on en parle, en tout cas, on consulte et on en parle de manière assez ouverte à son professionnel qui nous suit. C'est vraiment le message. L'idée, ça ne va pas être d'entrer en opposition avec le patient qui aura son propre système de croyances et de représentation par rapport à ça. Il ne faut pas le heurter, mais pour autant, il ne faut pas non plus que ça génère des effets secondaires. Donc, il faut bien se renseigner. Donc, on a pas mal parlé finalement d'étapes de avant cancer en prévention, pendant les traitements, quels sont les tips pour essayer de vivre mieux la maladie. Mais comment ça se passe après les traitements ? Alors, effectivement, là, du coup, on va parler un peu de prévention tertiaire et puis comment un patient qui a reçu beaucoup de conseils alimentaires au cours de sa prise en charge va pouvoir progressivement s'en séparer une fois qu'il va être considéré comme étant en rémission. Donc, effectivement, le but, ça va d'essayer de se rapprocher des recommandations. Donc, les recommandations qui sont émises par le plan national nutrition santé, on l'a vu tout à l'heure en début de podcast avec certains conseils de limitation de certains aliments à risque de survenue de cancer et puis de promouvoir au contraire la consommation d'autres aliments qui vont réduire ce risque-là. Donc le but, c'est ça en prévention tertiaire, c'est d'essayer de se rapprocher de ces recommandations-là. Alors, c'est pas forcément facile au quotidien de faire les bons choix alimentaires et d'avoir toujours des bonnes idées. Le plan national nutrition santé sur le site mangerjouer.fr a mis en ligne un outil il y a quelques temps maintenant, mais qui est très bien fait. C'est la fabrique à menus. Et cette fabrique à menus propose en fait des menus, comme son nom l'indique, avec des plats qui correspondent finalement aux recommandations. Ça émet même des listes de courses potentiellement en fonction du nombre de personnes. Donc ça permet quand même d'essayer de se rapprocher des recommandations. Bon, l'idée, c'est une fois de plus d'être un petit peu flexible par rapport à tout ça et pas de tomber dans un système de frustration perpétuelle qui est d'ailleurs à l'origine de troubles du comportement alimentaire. Donc, il ne faut pas tomber là-dedans. Mais voilà, l'idée, c'est une fois de plus de trouver un certain équilibre avec un juste milieu. Voilà. Donc, ton mot, la fin, finalement, ce message positif, c'est de rappeler qu'on continue à faire attention, bien sûr, et c'est d'avoir, comme tu le disais, une diversification alimentaire respectée, mais qu'on peut continuer à se faire plaisir. On peut quand même continuer à se faire plaisir parce qu'il y a quand même un effet dose dans tout ce qu'on parle. Et au quotidien, oui, on essaie de se rapprocher à la consommation d'aliments plus vertueux sur le plan nutritionnel, même sur le plan écologique parfois, si on a d'autres préoccupations. Mais effectivement, quand on consomme une alimentation plaisir qui souvent n'est pas constitué de brocoli, mais plutôt de chocolat. Ah bon ? Voilà. Oui, si c'est ponctuel, ça ne pose aucun problème particulier. Très bien. Merci Vincent merci à toi, Charlotte, pour cet éclairage. Merci à tous d'avoir écouté notre podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre chaîne pour en parler sans tabou.